Dans votre ouvrage, vous expliquez longuement les bienfaits de la concurrence. Mais que dites-vous des obstacles à la concurrence? Alors en fait, la concurrence n'est pas toujours possible. Il y a de nombreux obstacles. Vous avez tout d'abord l'obstacle que vous connaissez bien à la revue Concurrence, puisque c'est votre cœur de métier, que j'appellerais les obstacles stratégiques. Des entreprises peuvent parfois faire en sorte que la concurrence ne puisse pas véritablement exister sur le marché par des pratiques de cartel, des pratiques d'abus de position dominante ou même parfois de fusion-acquisition. Donc premier obstacle, obstacle stratégique. Vous pouvez avoir des obstacles politiques. Lorsque vous menez une réforme pro-concurrentielle, lorsque vous ouvrez un marché, ceux qui sont déjà en place bénéficient d'une rente de rareté. Donc ils voient d'un mauvais œil l'arrivée de nouveaux entrants. Ils vont s'organiser pour empêcher, pour minorer, pour éviter cette concurrence supplémentaire. Donc pour un décideur politique, faire des réformes pro-concurrentielles, c'est toujours quelque chose de très compliqué parce que vous avez une asymétrie des forces en réalité entre les insiders et les outsiders qui en général n'ont pas de véritable poids politique. Donc second obstacle, l'obstacle politique. Vous avez un troisième obstacle qui est l'obstacle technologique. Dans certains secteurs, vous ne pouvez pas avoir 50, 60 concurrents. Prenez toutes les industries de réseau, vous avez des coûts fixes très élevés. Naturellement, la concurrence est réduite. On parle même parfois de monopole naturel. On pourrait dire d'ailleurs un peu la même chose en matière de numérique, puisque vous avez d'abord des coûts fixes. Un algorithme, c'est un coût fixe. Vous avez aussi des effets de réseau, directs, indirects. Il est assez logique pour un économiste que dans ces industries-là, on se retrouve finalement avec quelques entreprises qui dominent le marché. Donc, obstacles technologiques. Mais on a d'autres obstacles auxquels on pense peut-être moins. Ce sont des obstacles informationnels et je dirais même des obstacles psychologiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par les obstacles psychologiques ou informationnels? Alors, les obstacles informationnels, c'est très simple. Lorsque vous faites vos courses autour de chez vous, vous devriez normalement aller comparer les prix d'un même produit dans différents magasins. Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce qu'il y a un coût de transport. Prend du temps. Mais du coup, l'offreur sait que vous n'allez pas comparer les différents prix parce que vous n'avez pas le temps. Et donc, il va augmenter son prix. Il bénéficie d'un pouvoir de marché. Donc, dès lors que vous avez ce qu'on appelle en économie des search costs, des coûts de recherche d'information, eh bien, la concurrence est nécessairement limitée. Mais il ne suffit pas d'être informé pour faire jouer la concurrence. Encore faut-il facilement pouvoir changer d'opérateur. Lorsque vous êtes dans une banque, lorsque vous êtes chez un assureur, ça n'est pas immédiat de changer d'opérateur. Il y a ce qu'on appelle des switching costs, des coûts de sortie. Ça peut être des pénalités, des délais, éventuellement des coûts psychologiques. Le risque de se dire j'ai changé d'opérateur et que se passe-t-il si mes virements continuent à être prélevés sur l'ancien compte. Bref, tous ces coûts-là doivent être pris en compte. Mais il ne suffit pas d'avoir des obstacles en termes de mobilité, il y a aussi toute la dimension psychologique du consommateur. À supposer même que vous puissiez changer d'opérateur, vous allez hésiter. Parce qu'on a tous ce qu'on appelle le biais de statu quo. On remet à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Oui, je vais changer d'opérateur, je ferai ça le mois suivant. On a aussi le biais de surconfiance. Je vais changer, mais je ne vais pas prendre forcément l'abonnement ou bien le prix qui est forcément le mieux pour moi. Parce qu'un produit, c'est souvent, parfois, quelque chose d'assez complexe. Ce n'est pas seulement un produit, ça peut être un service. Et donc, je ne vais pas forcément prendre le service qui est le meilleur pour moi. Je vais avoir tendance à surestimer mes besoins. Je peux être aussi victime d'un biais de myopie. C'est l'histoire de l'imprimante. Lorsque je vais comparer les imprimantes, je vais comparer le prix de l'imprimante, alors qu'on le sait bien, ce qui est stratégique, c'est de prendre en compte le prix de la cartouche, c'est-à-dire le bien imprimante plus cartouche sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc vous voyez, il y a quand même des obstacles qui sont très difficiles à remettre en cause, puisque ce sont des obstacles qui tiennent, je dirais, à la psychologie même du consommateur. Alors justement, que peut faire la politique de concurrence pour alléger ces switching costs ou ces coûts d'information? Alors en réalité, c'est moins la politique de la concurrence au sens où on l'entend en politique antitrust qu'une politique en faveur de la mobilité des consommateurs et de leur information. Donc tout d'abord, il faut informer les consommateurs. C'est le rôle des comparateurs de prix, c'est le rôle d'Internet. On peut aller plus loin. Il y a une expérience très intéressante qui a eu lieu en Israël en 2015 qui a consisté à imposer aux distributeurs alimentaires d'afficher tous les prix sur Internet. Je parle bien d'un affichage de prix et non pas d'une vente en ligne. L'effet a été radical. Chaque consommateur est allé sur son ordinateur et a comparé ainsi les prix dans les différents magasins. Que s'est-il passé? Les prix ont eu tendance à converger. On a vu une réduction de la dispersion des prix. Donc on peut tout d'abord imposer des obligations d'affichage de prix. Attention, il peut y avoir un risque concurrentiel. Car s'il y a très peu d'acteurs sur le marché et que les prix deviennent transparents, vous le savez, on a un risque de
collusion entre les acteurs. Cela n'a rien de théorique, ça s'est passé au Chili. Le gouvernement chilien a imposé aux opérateurs de mettre en ligne le prix de l'essence dans chaque localité. Comme il y a très peu d'acteurs sur le marché, la conséquence a été une hausse du prix de l'essence à cause d'une collusion tacite. Donc ça, c'est tout le volet information. Ensuite, vous avez le volet switching cost, coût de transfert. Vous allez réduire les coûts de transfert, par exemple, en permettant à ce que les offres puissent être comparables. Obliger, par exemple, les offreurs à standardiser leur grille tarifaire pour que le consommateur puisse choisir de manière éclairée. Vous pouvez aussi imposer des obligations de portabilité. En France, obligation de portabilité du numéro de téléphone portable en 24 heures. Vous avez également, vous le savez, en matière bancaire, aujourd'hui des obligations pour la banque d'accueil de prendre en charge le transfert de son client. Donc vous voyez, ce n'est pas de la politique antitrust, ce n'est pas de la politique de concurrence au sens strict, mais c'est bien une politique en faveur de la concurrence, puisque j'agis sur la mobilité du consommateur et sur son degré d'information.